Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous accueillons notre partenaire du jour, le grand Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro Magazine et on se tourne tous les deux vers notre invité vue de haut. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Didier Cocatrix. Bonjour Clémence. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Vous présentez ce livre, ce très beau livre de photos, car vous êtes photographe, et vous présentez ce livre Controverse, chronique d'un désaccord. Alors c'est un très beau livre photo que vous avez vous-même édité, avec une couverture cartonnée. J'aime beaucoup ce côté naturel, un peu peut-être presque recyclé, non? Non. Oui, on appelle ça un papier de création dans l'univers de l'imprimerie. Ce sont des papiers qui sont, on va dire, fabriqués en très petite quantité, mais qui offrent en fait au toucher, parce que le livre en fait c'est un objet, et donc il y a l'importance du toucher avec l'objet, le rapport tactile avec l'objet, et donc j'ai voulu avoir un papier qui restitue cette matière et ce toucher. Alors, au-delà de l'objet, il y a quand même un message que vous passez très très fort dans ce livre, des photos de soignants suspendus, pas que, d'ailleurs des manifestants, des photos symboliques également, avec des moutons notamment, le fameux mouton orwellien. Voilà, beaucoup de questions sur ce qui s'est passé en fait pendant toute cette crise Covid, et puis toutes ces personnes qui ont été renvoyées, mises au banc de la société tout simplement, alors que le reste de la société fermait tranquillement les yeux. Alors nous sommes également, on va continuer d'en parler avec vous évidemment Didier Cocatrix, avec Stéphanie Ginibre. Bonjour Stéphanie Ginibre. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous êtes une infirmière suspendue, vous également, donc infirmière, et puis vous avez subi, comme beaucoup d'autres soignants, cette suspension car non vaccinée. Et vous avez travaillé avec Didier Cocatrix sur ce projet de livre. Vous lui avez peut-être permis aussi de mieux comprendre la problématique de l'intérieur. Alors oui, d'abord Stéphanie. Oui, apparemment. Donc moi j'ai été en effet suspendue après avoir été donc mobilisée sur la réanimation, et ça j'avais déjà pu en témoigner auparavant avec vous dans votre émission. Et donc j'étais, moi je pensais pas que une chose pareille allait m'arriver. Je n'y croyais pas du tout. J'ai été plongée, c'était tout ce qu'on a vécu donc depuis avec cette crise Covid, et donc la mobilisation en réa, puis bref la suspension, la maltraitance hospitalière derrière, la suspension, etc. C'était d'une violence mais inouïe. Moi j'étais sur le coup de la sidération, je portais la rage, la colère, tout ce que vous voulez, et donc je manifestais parce que c'était pour moi, je manifestais et je témoignais tout ce que je pouvais pour aller mieux, pour essayer, pour témoigner, pour dire, pour sortir toutes ces émotions négatives. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didier Cocatrix sur les manifs, et qu'il m'a parlé de son projet et qu'il m'a invité à pouvoir témoigner dans ce projet. Et c'est vrai que du moment, de la seconde où j'ai vu quelques images qu'il avait déjà produites, j'ai vu dans ces images toute la colère, tout ce que je pouvais ressentir, mais il a traduit, en fait, mes émotions étaient traduites dans ces images, c'est-à-dire qu'il y a comme un dialogue qui s'est instauré entre moi et ces images. Et évidemment, pour moi, il fallait absolument que ce projet prenne vie. C'était une évidence, et c'est vrai que pour moi, ça fait partie de ma résilience. Il y a des images qui sont en effet très très fortes. Alors il y a des photos de manifestations, etc., mais qui sont toujours dans une mise en scène évidemment étudiée. Mais il y a aussi des objets, par exemple cette seringue qui pique une tétine. Alors ça paraît tout simple, mais c'est vrai que c'est presque traumatisant à le voir comme ça. Là, on voit vraiment l'innocence de la tétine et la piqûre au-dessus. Oui, Didier. Tu as raison, Clémence. En fait, c'est vrai que, alors, pour reprendre un petit peu ce qu'a expliqué Stéphanie, c'est vrai qu'elle a contribué, elle m'a beaucoup aidé pour la finition du livre. Et quand elle a vu les photos, je me suis dit intérieurement, je ne suis pas à côté de la plaque.
C'est-à-dire qu'il y a dans mes photos quelqu'un qui a ressenti quelque chose de juste par rapport à son vécu. Et là, elle m'a finalement motivé pour aller plus loin. Revenant sur ce que tu viens de me dire, effectivement, je crois que on sera d'accord, il faut que les photos, ça ait de l'impact. Bon, il faut que ça parle, il faut que ça suscite en fait le regard. Donc, j'y suis allé, vraiment sans contrainte. Et ce sont ce que j'appelle, par rapport aux photos de reportage, qui sont des photos, on va dire, construites sur le vif. Ici, ce sont presque des allégories visuelles où je décharge ma pulsion, on va dire, presque de colère. Parce que je réagissais par rapport aux événements. Parce que c'est vrai que ces années de crise Covid, il y a eu des séquences qui se sont succédées, avec des progressions, on va dire, dans les mesures... dans l'échelle du pire. Oui. Exactement, dans les mesures liberticides. Et à chaque fois, si tu veux, ça a amplifié ma détermination et mon désir de faire des images qui ne laisseraient pas insensible le regardeur. C'est le cas. C'est vrai qu'il y a des... Celle-là aussi, on parlait tout à l'heure de la seringue qui pique la tétine. Là, il y a une seringue qui pique un doudou, un petit doudou. C'est toujours la seringue, l'innocence, ce contraste évidemment très fort. Alors, vous avez aussi recueilli beaucoup de témoignages. Il y a aussi des photos et des portraits de soignants suspendus. C'est évidemment le sujet de cette vidéo. Ce sont ces personnes qui ont été mises sur le côté de la société, dénigrée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une ministre au Canada qui a reconnu que l'État canadien avait été, avait vécu les pires heures de ces dernières années en termes de stigmatisation et de discrimination, et qu'elle ne voulait pas que ça recommence. Et c'est aussi ça dont il faut témoigner aujourd'hui, d'autant plus. Et c'est aussi une information importante et une actualité qui donne encore une couleur différente à votre livre. C'est cet aveu de Pfizer. Vous savez, on en a beaucoup parlé ici, chers auditeurs. La porte-parole de Pfizer, puisque Albert Bourla n'a pas souhaité se présenter au Parlement européen, a avoué dans une commission d'enquête spéciale devant les députés européens qu'il n'y avait jamais eu aucun test sur la transmission, l'arrêt de la transmission par le vaccin Covid-19, donc Pfizer. Donc finalement, tout ça, on a envie de se dire, tout ça pour rien. Exactement. Alors, parlez bien dans le micro. Exactement. Moi, j'ai rencontré des soignants en manifestation. Ça, c'était un premier endroit. Et ensuite, j'ai proposé à certains d'entre eux de venir dans mon studio pour réaliser des photographies. Bon, donc moi, j'ai installé en fait un fond un peu de carton dans lequel ils jetaient leur colère, ils jetaient un cri, jetaient un texte. Bon, et effectivement, il y a du dialogue. Quand on fait un portrait d'une personne, on dialogue avec elle. Et c'est vrai que je me suis aperçu que ces personnes ont un idéal. Ils ont quand on est soignant, on dépasse certaines limites, parfois, de l'acceptable. Parce que quand on traite un patient au bout du bout, il faut avoir cette passion vissée au corps. Et moi, ce que je ne comprenais pas, effectivement, dans cette rencontre, c'est comment par rapport au suspendu, comment un système, on va dire, de soins, le système hospitalier, peut en arriver à suspendre des gens qui ont une telle foi dans leur métier. C'était une incompréhension. Surtout permanente. qu'on était en manque de soignants, quand même, rappelons-le. D'autant plus. Bon. Donc, on va faire un petit tour des témoignages, je vous propose, Didier Cocatrix. Alors, il y en a certains que vous avez vous-même rencontrés et portraitisés, et d'autres qui sont des soignants suspendus qui ont répondu à notre appel hier. Nous sommes avec Angélique. Bonjour, Angélique. Oui, bonjour. Vous êtes assistante sociale, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et vous avez été suspendue? Oui, tout à fait, oui. Le 23 septembre 2021, j'ai été suspendue de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. D'accord. Alors, comment s'est passée votre vie depuis? Ça a été très, très compliqué, en fait, surtout les 3 premiers mois, puisque je me suis retrouvée avec 0 revenu. Et qu'en fait, moi, ce qui s'est passé absolument en même temps que j'ai été suspendue, c'est que j'ai une collègue à moi, en fait, qui était tombée malade après sa 2e dose et qui est décédée, en fait. Et j'ai appris son décès 1 heure après que j'ai été suspendue.
Du coup, pour moi, ça a fait un peu double effet qui se coule, on va dire, parce que j'avais le deuil de ma collègue à faire, qui était une jeune femme de 37 ans avec 2 petits-enfants. Et puis, il y avait le fait qu'il fallait que je rebondisse, parce qu'en fait, derrière, il fallait chercher du travail, parce que j'étais seule, en fait, à me débrouiller de mon côté. Donc, ça a été une période plus que noire, en fait, pour moi. Et puis il a fallu batailler aussi pour avoir le RSA parce que j'avais eu un refus en fait dès le départ, donc tout est devenu en fait parce que les soignants suspendus n'ont pas le droit au RSA. Si, le problème c'est qu'en fait on a bien des droits en fait, c'est ça le problème, mais on a tellement voulu nous faire croire qu'on aurait accès à rien qu'il y a beaucoup de gens en fait qui tellement qu'ils étaient désespérés, ils ne sont pas battus en fait pour aller chercher leurs droits, et on a bien le droit en fait d'avoir le RSA. Mais même quand vous êtes encore suspendu ou quand vous avez quitté vos fonctions totalement de soignant? C'est ça aussi la question. Moi, je suis suspendue, je n'ai toujours pas une fin de contrat jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Angélique, la question aussi qui se pose aujourd'hui, c'est cette actualité, donc ces aveux de responsables de Pfizer concernant le fait qu'aujourd'hui, on sait la transmission, l'arrêt de la transmission n'a pas été testé par Pfizer. Ça veut dire que tout ce sur quoi reposait la mise sur le banc d'une partie des soignants ne tient pas la route. Exactement. Mais moi, je savais dès le départ en fait que j'étais suspendue pour rien, puisque j'avais eu le Covid en fait 9 mois auparavant et que j'avais demandé à faire des sérologies donc l'été au moment où la loi est sortie là le 5 août 2021, parce que je voulais prouver qu'en fait l'immunité naturelle ça existait en fait, ça existe pour tous les virus, donc je voyais pas pourquoi pour la Covid ça n'existait pas. Et j'ai réussi à prouver ça. J'ai eu un certificat médical en fait d'un médecin qui, suite aux sérologies, en se basant donc pour le coup sur de la science, pas sur de l'imaginaire, il a acté noir sur blanc que j'étais immunisée contre la Covid. Et donc j'ai présenté moi tous ces justificatifs à ma DRH, puisque je me suis dit c'est ce qu'on cherche après tout, l'immunité collective normalement. Et donc même avec ça, on m'a dit non, c'est pas possible. Il aurait fallu que j'ai le Covid depuis moins de 6 mois, ce qui est absolument absurde en fait. Oui, puisque les immunités, vous les aviez. Je savais dès le départ que ça n'avait rien de scientifique ni de médical en fait. Tout ce qui se passait, c'était purement politique. Donc puis je savais très bien qu'en plus les produits étaient en phase expérimentale, et donc forcément on prenait quoi qu'on en dise, on prenait un risque en fait. Et d'ailleurs moi je l'ai vu autour de moi, et malheureusement j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup à cause de ça. Donc c'est absolument aberrant, quoi. Merci beaucoup, Angélique, pour votre témoignage. On continue, c'est finalement une grande table ronde autour de Didier Cocatrix et de son livre Controverse chronique d'un désaccord. Jean-Louis Tremblay, vous qui êtes reporter, qui avez l'habitude de voir des visages de personnes, mais souvent d'ailleurs sur le front plutôt de la guerre, de personnes qui vivent des épreuves. Aujourd'hui, c'est encore un visage différent, finalement. Oui, ce qui est troublant, c'est que ce sont des visages familiers finalement. Ce sont des gens qu'on croise tous les jours, dont certains font partie de votre famille. Ce qui m'a particulièrement choqué dans ces suspensions de soignants, c'est que un an plus tôt, souvenez-vous, pendant plusieurs semaines, il fallait les applaudir tous les soirs au balcon. Un concert d'acclamation, de viva, bref, ils étaient les grands héros, ceux qui étaient en première ligne. Je me souviens, puisque le ton était guerrier. Donc ils étaient en première ligne sur le front du mal, le front du Covid. Et là, ils sont passés du statut de héros au statut de proscrit, du jour au lendemain, par le fait du prince. Il y a quelque chose qui est absolument frappant et terrible. Oui, mais ce qu'on va vous rétorquer, c'est ce qu'on a entendu dans les médias, c'était oui, mais ces personnes-là ne sont pas fraternelles, elles ne passent pas au bien commun puisqu'elles ont refusé de se vacciner et que la vaccination, c'était le bien commun, c'était l'immunité collective. C'était l'argument, en tout cas. Est-ce que cet argument... Comment vous, Didier Cocatrix, d'ailleurs, vous avez réagi, puisqu'il y avait quand même cet argument de bien commun, de santé au nom de tous, etc. Alors, je vais vous dire 2 choses. Il y a un écrivain que j'adore, qui est Philippe Muret, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Empire du bien ». Il faut le détruire. Bon. Et donc, tout son propos, c'était de dire, au nom du bien commun, on peut tout faire accepter. Oui.
pourvu qu'on soit protégé. On dit aussi l'enfer est pavé de toutes les meilleures intentions. Exactement. Oui. Pourvu qu'on soit protégé, on peut accepter n'importe quoi, et pourvu que ce soit au nom du bien commun. Et puis, il y a une autre image qui m'a saisi, c'est une image que m'a fait voir Stéphanie. C'est quand ils étaient à l'hôpital pendant la crise Covid, ils se sont autoprotégés avec des sacs plastiques qu'ils confectionnaient plus ou moins bien, avec les moyens du bord. C'était des sacs poubelles. Et je me suis dit à ce moment-là, mais que fait-on pour les protéger, eux, ces soignants? Qu'a-t-on fait pour eux? Ensuite, on les a jetés, effectivement, on les a habillés de sacs poubelles et puis après on les a jetés comme une poubelle. C'est un peu ça. Je crois que l'image est assez, est assez propre, est assez juste. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas compris, en fait. Moi, je garde l'idée d'un soignant qui est un missionnaire. C'est quelqu'un qui est là pour se dépasser, pour pouvoir soigner les autres. Et qu'on les traite de cette façon, moi, je trouve que c'est un scandale. C'est le scandale de la décennie, franchement. Alors, on continue de faire un tour de table et de témoignages, mais après, je vous donne la parole. On aura le temps de parler. On va gagner du temps de l'autre côté après le flash de 9h. Mais d'abord, Zineb souhaite témoigner aussi. Bonjour, Zineb. Bonjour. Vous êtes médecin dermatologue et vous aussi, vous avez été suspendu. Oui, c'est bien ça. Alors, racontez-nous un peu votre expérience en tant que soignant suspendu, comment vous avez survécu jusqu'à là. Et puis aujourd'hui, toujours la même question, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que tout cela, alors peut-être vous l'aviez compris avant, mais que tout cela, cette exclusion était faite au nom de rien, c'est-à-dire d'une immunité, de l'arrêt d'une transmission qui n'existe pas, qui n'a jamais été testée. Oui. Alors, je travaillais dans plusieurs structures avant, donc centres de santé, hôpitaux et puis en libéral aussi. Et quand j'ai compris qu'en fait mes collègues allaient appliquer cette loi, moi j'avais les moyens de leur donner la nature du rapport de force. Donc je leur ai expliqué que si eux, ils appliquaient une loi absurde, moi de mon côté, j'avais pas besoin de travailler pour vivre et survivre. Donc je leur ai expliqué qu'entre le 1er et le 15 septembre, donc on n'était pas obligé de se faire vacciner pour aller au travail. Il fallait faire des tests PCR. Je leur ai dit que moi, je ne ferais pas de tests PCR pour aller au travail. Donc, en fait, je me suis retirée moi-même de mon travail avant le 15 septembre. Et donc, à l'époque, moi, j'étais consciente d'une petite partie du problème. Je n'avais pas compris l'ampleur de la corruption, que ce soit politique, journalistique ou médiatique, médicale. Je n'avais pas compris son ampleur. Maintenant, je comprends la nature du projet de société qui est derrière le passeport sanitaire. Et voilà, donc j'ai fait mon deuil. Je pense que je n'ai pas l'impression qu'on retournera au travail puisque le gouvernement a besoin de personnes qui se soumettent, en fait, qui exécutent toutes les bêtises qui seront proférées par les instances régulatrices. Donc, je pense que je retournerai au travail après un changement politique profond. Alors, après, moi, j'ai passé quasiment la moitié de ma vie à faire de la médecine. J'ai fait de la médecine pendant 17 ans, donc j'abandonnerai jamais ce métier. Il m'a pris énormément de temps. Mais j'ai trouvé que les études de médecine manquaient de sciences humaines. Donc maintenant, je suis étudiante en sciences humaines. Donc après avoir validé une année de L1, je suis actuellement en L2. Et j'ai des projets pour 10 ans jusqu'au jour où je pourrais retourner travailler. Ah oui, donc c'est quand même une drôle de perspective de se dire qu'on doit attendre 10 ans avant d'avoir le droit de retourner travailler. Mais écoutez, on continue, on est tous ensemble autour de ce livre, Controverse chronique d'un désaccord. On se retrouve dans quelques instants, mais d'abord le flash de 9h avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Ce livre, c'est Didier Cocatrix, l'auteur, photographe, et qui donc a mis en page aussi ce très beau livre de photos allégoriques, de portraits également, de soignants suspendus, avec, je le répète, une très belle couverture aussi, un travail très soigné. Et pour un livre, puisque c'est un bel objet également, c'est important qu'il y ait aussi cet aspect esthétique très, très soigné. Et nous sommes donc avec Didier Cocatrix, nous sommes toujours avec Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine, Stéphanie Ginibre, infirmière suspendue. On va vous donner la parole dans quelques instants, mais d'abord je voulais finir avec le témoignage de Zineb. Zineb, vous êtes toujours avec nous? Oui. Je voulais vous demander comment vous réagissiez vous aussi à cette dernière information, cette dernière actualité donc de Pfizer qui reconnaît qu'il n'y a jamais eu de test sur l'immunité.
La transmission, plus précisément. Oui. Alors, moi, j'ai cette information depuis plus d'1 an. Mais vu que la corruption est généralisée, il y a beaucoup de niveaux de mensonges, en fait. Donc, dans leur étude, ils ne l'ont pas dit. Par contre, au niveau marketing, ils l'ont dit. Leur représentant a dit que ça empêchait la transmission. Les journalistes ont dit que ça empêchait la transmission en se basant sur d'autres études qui n'ont pas été forcément faites par Pfizer. Donc, en fait, je pense que les journalistes sont un peu gênés que tout le monde découvre qu'en fait, ce sont juste des propagandistes. Mais moi, ce n'est pas une nouvelle pour moi. Et puis après, si on part du principe que Alors, le gouvernement l'a dit également, et les hautes autorités de santé françaises l'a répété également, donc ça fait... Voilà, et le gouvernement est corrompu. C'est pour ça que je vous dis, voilà, j'ai oublié un niveau de corruption. Tout le monde est corrompu dans cette histoire. Et donc, moi, je sais que ce n'est pas pour une raison de santé que ça a été imposé, comme l'a dit Angélique avant. Donc maintenant, si on part du principe que le gouvernement n'est pas corrompu, on devrait retourner au travail. Mais vu que le gouvernement est corrompu, on ne va pas retourner au travail. Pour cette information-là, ce n'est pas le plus important. Oui, pour eux, oui, en tout cas, c'est sûr que... Comme je vous ai dit, c'est qu'il y ait des techniciens et des personnes soumises qui acceptent de prendre tous les produits que les laboratoires associés à l'État, tout ce que cette mafia demandera, quoi. Ils ont besoin de ça parmi les soignants, qu'ils acceptent, eux, s'inoculer des trucs bizarres et qu'ils acceptent d'inoculer des trucs bizarres à leurs patients. Voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Zineb pour votre témoignage. On continue et on retrouve Stéphanie Ginibre, vous qui avez suivi aussi beaucoup de témoignages et de personnes touchées par cette exclusion de société, finalement. Stéphanie, comment vous réagissez, vous, d'abord à cette actualité, celle de Pfizer et des aveux de Pfizer, et puis à tous ces témoignages aujourd'hui? Finalement, j'ai l'impression que les soignants ne sont pas si surpris que ça par cette information. Ils le savaient tous plus ou moins. Donc tout le monde sait que finalement, c'est une mise au banc purement politique. Oui, non, mais c'est évident. Bon, j'apprécie Zineb, j'apprécie ses propos, je les partage évidemment. Donc moi, on m'avait annoncé que j'allais mourir en réa avec les Covid. Je ne suis pas morte. Je n'avais aucun anticorps. Bon, alors la transmission, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on sait comment que le vaccin ne protège pas. Donc, il y avait ce premier recul qu'on aurait pu avoir, on aurait pu tirer des conclusions après cette première vague, avec ces gens qui ont été confrontés donc aux patients qui avaient des charges virales extrêmement importantes. Ensuite de ça, comment dirais-je, excusez-moi, j'ai perdu mon idée, mais enfin, ça fait un moment qu'on sait en effet que ça, oui, c'est ça, c'est que après, avec les variants qui se sont succédés, il y a eu les doublements et triplements vaccinés des services ont eu le Covid et il y a eu des équipes qui ont été disséminées comme ça, je veux dire, et on a forcé des gens qui étaient atteints du Covid de revenir travailler. Bon, donc oui, je veux dire, on le sait, tout le monde le sait que ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, c'est pas nouveau. Oui, on le sait. Donc moi aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette suspension, pourquoi elle a été mise en place? Bon, c'est pas pour un problème sanitaire, c'est bien un problème politique ou de dogme. En tout cas, les raisons de cette suspension sont à chercher ailleurs. Donc, si on souhaite vraiment réintégrer les soignants, il faudrait peut-être aller voir quelles sont les réelles motivations à cette suspension. Donc, moi non plus, je suis comme Zineb, malheureusement, j'ai peu d'espoir pour... qu'on réintègre. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune répercussion aujourd'hui chez les politiques ou même dans les médias, on va dire, de grand chemin, comme on dit ici. Aucune répercussion sur ces aveux. C'est-à-dire que de toute façon, même quand l'aveu est criant et devant nous, ça ne changera absolument rien. On ne mettra pas forcément en question toute la politique menée. C'est quand même assez perturbant. Jean-Louis Tremblay. Non, et puis... Oui, ça démontre un peu ce que vous dites depuis déjà 2 ans, c'est que, en vérité, cette affaire du Covid est un exercice de manipulation collective à grande échelle, que le sanitaire, finalement, n'a pas joué un grand rôle, et que le but était politique. C'est une politique punitive, coercitive, qui vise à restreindre
les libertés. On a utilisé le prétexte de la santé, mais demain ça peut être le prétexte de l'énergie ou tout autre prétexte. C'est simplement un exercice de masse qui est effectué par le pouvoir, les pouvoirs, dirais-je, puisqu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le gouvernement français. Oui, tout à fait. C'est un mouvement qui a été suivi en Europe, voire dans le monde, enfin, en tout cas le monde occidental. Donc c'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Alors moi je me pose une question très simple, voire triviale. Comment ces soignants qui ont été suspendus, comme ça, du jour au lendemain, je crois que c'est 15 000 le chiffre. 15-20 000. 15 ou 20 000. Comment vivent-ils? Comment fait-on je vois que Stéphanie Ginibre lève le doigt. Alors allez-y, répondez. Oui, on va vous redonner la parole, Didier, évidemment, après. Allez-y, Stéphanie. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont les chiffres annoncés de 15 000 soignants, mais ça sort d'où? Il y a quoi dans ces chiffres? Je veux dire, pour moi, c'est un nombre qui est beaucoup plus important que ça. On ne compte pas les gens qui ont démissionné, on ne compte pas les arrêts maladie, on ne compte pas tout ce qui est burn-out, etc. On ne compte pas les gens qui ont pris une mise en disponibilité, on ne compte pas les gens qui se sont reconvertis, les gens comme Zineb qui se sont soustraits d'eux-mêmes, et on ne compte pas tous ces libéraux. Tous ces professionnels de libéraux. Et moi, là où ça, enfin voilà, donc c'est des chiffres complètement factices, complètement la partie émergée de l'iceberg. Voilà, donc ça, moi, c'est un truc que j'aimerais bien aussi qu'il soit relayé, parce que c'est drôlement important. Et qu'est-ce que ça a fait, en fait? Qu'est-ce que ça a fait qu'on a suspendu tous ces gens-là ou qu'on les a mis au banc? Bon, non seulement on a créé une détresse, une misère sociale, humaine, financière, etc. On a mis des gens à la rue. Parce que, Angélique le dit très bien aussi, mais surtout, on a aussi aggravé un système de santé qui était déjà bien altéré. Aujourd'hui, on voit de façon encore plus criante, on est en perte de chance en France, dans un domaine, dans la santé, et on meurt par manque de soins. Et donc on a aggravé tout ça. Et moi c'est ça qui me choque le plus. Et comment se fait-il que la population ne réagisse pas? Oui, ça c'est une grande question aussi. Comment se fait-il que la population ne réagisse pas, Didier Cocatrix? Ça c'est une grande question que je me suis posée au fur et à mesure. C'est un peu le but de votre livre, j'imagine. C'est un peu ça. Exactement. C'est pour dire aux gens, écoutez, mais pourquoi ce silence? Moi je suis dans un contexte où j'ai beaucoup de copains qui sont dans la communication. Dans un milieu de la communication et artistique. Alors, artistique, des esprits qui sont ouverts, qui sont pétillants, qui aiment réfléchir, qui aiment réagir. Et j'étais étonné dans mon entourage quand je leur disais, mais alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on va en manif ensemble? Non, mais c'est grand silence. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas autre chose à faire, Cocatrix, que de faire ce genre de choses. Et moi, j'étais vraiment étonné du silence global, majoritaire de la population. Vous n'avez pas accusé de complotisme, par exemple? Oui, mais ça, c'est une injure facile faite par des esprits simples. Donc, c'est vraiment... oui, complotiste, d'accord, pas de problème. Mais en fait, c'est ce que disait Jean-Louis. En fait, je pense qu'on est dans une fabrique de l'opinion, ce qui fait que en fait, on dit, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais il commence un petit peu à arriver sur les antennes et sur les plateaux des gens qui nous disent qu'il va y avoir un variant qui va arriver et qui va mortel, de nouveau être dangereux. Donc, on prépare, on va dire, ayez peur, qu'on prépare la population au pire, et la peur est le plus facile des ingrédients pour pouvoir faire accepter des choses. Pour pouvoir diriger son mouton, parce que vous faites beaucoup de moutons dans vos photos. Absolument. Oui, alors, c'est vrai que j'ai récupéré de façon assez facile des symboles, on va dire, populaires, le mouton blanc et le mouton noir. Bon, c'est ce que je disais Jean-Louis tout à l'heure. Il y a une journaliste, moi ça m'a choqué, qui a dit à un moment donné à l'antenne, je ne veux pas dire son nom, que les soignants qui refusaient la vaccination étaient des moutons noirs. De la société, des moutons noirs de la société. Et les boucs émissaires. Alors, Charles de Munich, où es-tu? Charles de Munich, où es-tu? Et
je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. On va essayer je vais essayer, moi, avec mes images, de transformer cette charge négative en charge positive. Bon, parce que c'est un peu mon job, j'aime bien. Mais le mouton noir, je voulais en faire, et ça transparaît au fur et à mesure dans les images, quelqu'un qui pense à contre-courant. Bon, et qui, finalement, apporte sa réflexion. Voilà. Donc, le livre est parcouru par des allégories comme ça, faites avec des objets. Mais, en fait, et j'ai repris aussi cette sorte d'infantilisation qui nous a été imposée. On nous a traités vraiment comme des enfants, quoi. Oui. Il faut quand même l'avouer. Et, fermez les fenêtres, n'oubliez pas de... On continue. Oui, ça continue sur d'autres choses. Les messages dans le métro, dans le train. C'est totalement infantilisant. Oui, c'est infantilisant. Bon. Et donc, j'ai utilisé cette infantilisation volontairement dans mes images, en faisant des images un petit peu comme un enfant qui met en scène des choses, surtout dans certaines images. Bon. Donc... le message passe, le message, mais passe-t-il auprès des bonnes personnes, celles qui sont ciblées? Ça, c'est pas certain. Mais, si je peux rajouter un mot, Clément, c'est vrai que dans ce contexte, moi, j'ai été surpris par les radicalités. C'est-à-dire qu'il y avait le camp des pros qui proposait donc sa radicalité, mais il y avait aussi, quand même, en les découvrant, des personnes qui étaient aussi radicaux, mais dans l'autre sens. Bon. Et ce que je reproche... Qui peut être aussi une colère, une forme de colère. C'est une colère, mais parfois parfois il y a des gens qui fument un peu la moquette. Bon. Et je me suis dit, dans ces cas-là, ce qui est dramatique dans cette période, c'est que le pouvoir a divisé, quoi. Il a créé de la fracture sociale, des gens qui ne peuvent plus se réconcilier. Je vais vous raconter une anecdote que j'aime bien raconter. Moi, il y a un copain à Marseille, j'espère qu'il m'entend, qui m'a acheté 2 bouquins. Je lui ai dit, pourquoi tu m'achètes 2 bouquins? C'est un bon ami. C'est un très bon copain. Et en plus, il était pas... lui, il disait, tous les manifestations, c'est vraiment des cons. Ah oui. Soit. Mais je vais t'en acheter 2, parce que je n'ai pas arrêté de m'engueuler avec un copain, vigneron du reste, pendant 1 an. On a failli se battre, on a failli se tuer. Mais là, je vais lui offrir ton bouquin, parce que, en fait, finalement... c'est le dialogue qui compte. Oui. C'est la discussion, c'est le questionnement. Oui, évidemment. Oui. Et c'est pas la peine de s'entretenir pour soi, quoi. Il faut dialoguer. Oui, mais le dialogue n'est pas toujours possible. C'est bien ça le problème. Quand on vous jette l'anathème de complotiste, c'est que tout est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Plus discuter, vous n'avez plus le droit de discuter parce que vous êtes complotiste. C'est bien ça le problème, c'est aujourd'hui le débat public n'est plus autorisé, le débat scientifique n'est plus autorisé. Alors attendez, on va continuer d'en parler, mais on a quand même une autre aide-soignante qui souhaite témoigner, c'est Mariama. Bonjour Mariama. Bonjour Clémence. Alors vous êtes aide-soignante avec 15 ans d'ancienneté, vous travailliez en oncologie dans le privé, vous avez eu d'autres expériences et vous aussi, Mariama, comme tous les autres que nous recevons depuis tout à l'heure, vous avez été suspendue. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette suspension, comment vous survivez. Et puis, ma question du jour, comment vous avez appris, comment vous avez accueilli cette information selon laquelle Pfizer n'a jamais fait d'études pour son vaccin sur la transmission du Covid? Eh bien, en fait, moi, ma suspension qui est arrivée en octobre parce qu'on avait travaillé depuis le début du Covid sans relâche, on n'avait pas droit à nos congés, donc moi j'avais cumulé des congés que j'ai pu poser. Et donc après la suspension, ça a été vraiment un choc parce que faut pas oublier que le droit du travail normalement protège le travail et là tout est volé en éclats. On n'a pas respecté ni le droit du travail. Oui. Cette suspension est venue sur une demande obligatoire de prendre un produit sur un essai thérapeutique, sachant que les essais sont encadrés depuis toujours. Moi, ça m'a fait appeler à des connaissances que j'ai sur la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on a abusé en faisant des essais sur des humains? Donc, afin de protéger ces gens-là, il y a des lois qui sont mises en place. Ça m'a fait... moi, j'ai aussi la chance d'avoir fait une formation de visiteur médical. Donc, j'avais... militaire, vous dites médical, oui. C'est ça. Pardon? Vous dites une formation quoi, médicale? On a pas de visiteur médical. Ah, d'accord.
Donc, je savais que, normalement, un essai thérapeutique, elle est faite sur un accord de volontaire, d'une personne volontaire, et elle est rémunérée. Et ceci afin de protéger la population. On ne fait jamais d'essai de manière obligatoire. Donc, pour moi, c'était un essai thérapeutique. Et j'ai été choquée qu'on n'ait pas suivi justement cette vigilance qui est mise en place. De l'autre côté, certaines professions étaient obligées de prendre ce produit d'essai. Je préfère utiliser ce terme-là parce que c'est toujours un essai thérapeutique et le brevet, normalement, il est attendu fin 2023. Et d'autres populations, telles que la population générale, avaient la possibilité de choisir. Donc ici, on a une injustice. Donc d'un côté, on oblige des gens à le prendre, de l'autre côté, on utilise entre guillemets, parce que les gens quand même... puisque liberté, mais liberté sous contrainte. Des gens qui n'ont pas pu... c'était une obligation déguisée parce qu'il fallait signer un papier et les gens n'ont pas toujours eu l'information de la possibilité de se rétracter. Oui, puis donc, ceux qui ne se vaccinaient pas, même si hors de la population des soignants pour qui c'était directement obligatoire, les autres n'avaient plus le droit d'avoir une vie sociale, en gros. Ils ne pouvaient plus emmener leurs enfants au hockey ou aux activités. Mais à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, celui qui ne l'a pas fait et qui s'est coupé de la société, il n'y avait pas de problème. Alors que nous, on n'avait plus de salaire. C'est sûr, bien sûr. Non, mais c'est beaucoup plus grave. On n'avait plus le droit de vivre parce qu'on était non seulement on n'était pas dans la société, mais on n'était plus privé de notre droit de travail. Bien sûr, Mariana. Alors, et la question aujourd'hui, c'est comment vous réagissez à cette information, cet aveu de Pfizer récemment en Commission européenne? En fait, tout comme mes collègues, en fait, je l'attendais parce que j'espérais une justice, j'espérais des gens éveillés. Puis, je sais qu'il y a des gens qui se battent pour faire émerger. Moi, j'étais au courant que c'était pas normal, et je suis pas étonnée non plus. Comme tous mes collègues, je suis ravie et je suis heureuse que la population générale puisse être informée de la véracité. Alors là, je suis désolée de vous décevoir, je ne suis pas sûre que la population générale soit informée de cet aveu Pfizer, malheureusement. Petit à petit, il y a beaucoup de gens qui ont encore peur. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'ai autour de moi des personnes que j'aime beaucoup, qui sont... j'entendais tout à l'heure monsieur dire qu'il y a des gens qui se sont fâchés. Moi, j'ai fait en sorte de ne pas me fâcher, mais qui était dans une sourdité extraordinaire. Mais petit à petit, c'est un travail psychologique pour les éveiller et les sortir de la peur. Une fois que les personnes sont sorties de la peur, seront sorties de la peur. Peut-être que ça ne sera pas tout le monde, parce qu'il y a des idéologues, il y a des gens qui ne raisonnent pas, qui sont dans l'idéologie, comme si c'était une religion, mais... des gens petit à petit s'éveillent et ouvrent les yeux. Encore une semaine, il y a pas 2 semaines, j'ai rencontré fortuitement une personne qui cherchait son chemin et en échangeant, qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais suspendue. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, et quand je lui ai expliqué, elle était choquée parce que moi je lui ai dit que je n'étais pas vaccinée et que je savais qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y avait pas le témoignage de la sous-directrice de Pfizer, je ne sais plus, conseiller, est venu confirmer vos intuitions, nos ressentis et ce qu'on pensait, et elle était choquée. Oui. Elle était choquée, elle a pris 3 doses, elle essaye d'avoir des enfants, elle disait, moi j'étais féconde jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai du mal à avoir des enfants. Elle avait déjà un enfant, elle avait décidé de ne pas en avoir, d'attendre, et là elle essaie d'avoir des enfants en vain. Et elle était en pleurs. Donc elle a accepté parce que la peur est tombée. La peur, la pression, Merci beaucoup Mariana. Merci beaucoup pour vos témoignages. On va continuer de parler de tout ça. Jean-Louis Tremblay. Je vous en prie, passez une bonne journée. Merci. Oui, je suis frappé par le nombre de gens qui continuent de porter le masque dans la rue, à l'air libre, pas seulement dans les transports. Ça revient en plus. Ça revient. Voilà. Avec les maladies d'hiver. Voilà, donc je ne serais pas aussi optimiste
que Mariama, bien sûr que certains ouvrent les yeux, il y en aura toujours, et heureusement. Mais ça prend du temps, d'une part. Mais d'autre part, il n'y a rien de mieux. Vous savez, la Boétie écrit un magnifique essai là-dessus. C'est le discours de la servitude volontaire, discours sur la servitude volontaire. Et il n'y a pas de plus efficace que la servitude volontaire. Puisque là, évidemment, la coercition disparaît, puisque eh bien, l'homme court à sa servitude et réclame des chaînes. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on voit ces gens qui mettent des masques dans des situations qui ne justifient pas le port de ce masque. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau le matin? Le système de dénonciation se mettre en place, dénonciation volontaire. Alors, la délation, ça c'était extraordinaire pendant le confinement, c'était fabuleux. Mes voisins font un barbecue, ils sont plus de 4, j'appelle la police. Bon, ça c'est un classique. Et là, vraiment, tout ce que l'humanité a de bas a ressurgi pendant cette crise. On l'a bien vu. Les contrôles, la police, les dénonciations, etc. L'ostracisme aussi. L'ostracisme pratiqué à l'égard de ceux qui vont à l'encontre de la doxa. Mais dans une société où on nous parle tous les jours de pas d'amalgame, pas de discrimination ou discrimination positive, là on avait le droit de vouloir emmerder une partie des Français, c'est le terme de notre président, et de les mettre complètement et de les considérer comme des sous-citoyens. Ça aussi, il a dit ce ne sont plus des citoyens pour moi. Didier Cocatrix. En fait, je suis sur la controverse numéro 97. On parlait de l'indifférence, on va dire, d'une majorité de citoyens, la population. Et alors, j'ai trouvé, en fait, cette photo, allez, si tu peux, regarde, la controverse numéro 97. C'est une pancarte à la fin d'une manifestation qui dit un truc de Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Oui, c'est et alors, c'est vrai bon mot, alors, il faut mettre ça en perspective, parce que ça c'est Martin Luther King, c'est l'émancipation des Noirs, la lutte contre les discriminations. La lutte contre la discrimination. Et je retrouve ça dans une poubelle, en plus. À la fin d'une manif. Je trouve cette photo chargée de symboles, je dirais, dans tous les sens, de symboles, quoi. Et c'est bien ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'en fait en plus le carton est ramolli, oublié sur la poubelle. Et c'est vrai qu'il y a deux éléments. Comment l'historien va restituer ce que nous vivons en ce moment? Comment est-ce qu'il va avoir sa part de vérité? Ça c'est quand même intéressant. Et puis, j'espère que il va y avoir des historiens qui vont se pencher de manière objective sur cette période. Et vous vous souvenez, il y a Mathieu Slama qui a fait un livre extraordinaire et il dit grosso modo, le désir de protection est supérieur au désir de liberté. C'est ça, quoi. On a davantage envie d'être protégé parce que la liberté, c'est dangereux. C'est l'état maternel. En tout cas, vous parlez de ce que retiendra l'histoire de cette effroyable période. Je tiens à véritablement vous féliciter pour ce que vous avez fait, parce que c'est un témoignage, il est acté, il faut beaucoup de courage, parce que vous l'avez fait à compte d'auteur, vous êtes occupé de tout, la photo, la mise en page, la partie imprimerie, etc. Et je trouve que c'est vraiment très courageux de votre part. Voilà. Et c'est un témoignage qui pourra être utilisé pour l'histoire. C'est un témoignage, justement. Oui, mais c'est vrai, les photos. Tout à fait. Alors, Stéphanie Ginibre, et Stéphanie, vous nous entendez depuis tout à l'heure. Vous-même, vous êtes suspendue. Vous-même, j'espère, vous pourrez témoigner pour l'histoire. Peut-être que d'ailleurs, cette conversation sera utilisée, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quel est le bilan, vous, que vous dressez? Et finalement, est-ce que vous avez, vous aussi, des perspectives plutôt... Est-ce que vous pensez qu'on arrive à la fin du tunnel, là? Non, j'aimerais bien, je voudrais y croire, mais je pense que la réalité va être beaucoup plus difficile que ça. Je crois que ça a été évoqué par les différentes personnes ici. Non, je pense que ça va être compliqué, mais c'est surtout ce qui est compliqué aussi, si vous voulez, c'est que moi, je commençais. Des fois, je me dis, j'ai peut-être été un peu naïve, un peu trop longtemps. Mais comment voulez-vous, par la suite, revenir dans un tel système, pouvoir travailler, servir un tel système? Moi, je suis là pour servir, pour aider une population à rester en santé.
on me propose un truc où je suis là pour l'inverse, c'est absolument pas possible. Voilà. Et je pense que c'est ça qui peut. Je pense qu'il faut évidemment réintégrer des soignants parce qu'ils n'auraient jamais dû être suspendus. C'est sûr qu'il faut les réintégrer, mais c'est sûr qu'on pourra, tout le monde ne souhaitera pas évidemment pouvoir continuer en ce sens parce que là, ça a choqué. Les suspendus ont été dans une sidération, ils sont choqués, ils ont un éveil qui est quand même différent maintenant. Oui, donc non, moi je ne vois pas trop pour l'instant, j'aimerais y croire, mais bon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça, et on touche à des choses, en effet, comme l'a expliqué Zineb. Mais en effet, moi, je reviens sur le livre de Didier, parce que ce que vous avez dit, ça me touche aussi. En effet, je reconnais, moi, son travail est super, et ça a été aussi pour moi le soutien et le réconfort d'un artiste, d'un citoyen qui s'est engagé. Et ça, vous avez été compris, si on parlait juste. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que et ce livre, parce qu'il y a les photos, mais il y a les controverses. Chaque photo a donc sa controverse. Et il peut justement permettre le dialogue. Il peut aider. Et il touche à tous les thèmes qu'on peut être soulevés par cette crise durant 2 ans. Et en tout ça, je pense qu'en effet, c'est un livre qui est fait pour l'histoire, voilà, qui marque le temps, et voilà, qui devrait être dans toute bibliothèque. Bah oui, c'est l'invitation qu'on fait d'ailleurs, parce qu'en plus il est beau. Là, encore une fois, une très belle couverture, un très beau papier, un très beau travail. Donc voilà. Comment on fait pour se procurer d'ailleurs Didier Cocatrix pour conclure ce livre, cet ouvrage? Alors j'ai un site qui s'appelle dixédition.com. D'accord. Où chaque personne qui veut. Dixédition.com. Alors Dix c'est Didier Cocatrix, c'est un concentré de mon nom et prénom. Dixédition.com où les gens peuvent. Ils ont une page contact et en fait ils me demandent de leur envoyer le livre. Je suis en mode artisan, artisanal, parce que c'est de la série limitée, c'est presque un livre, on va dire, d'artiste. Et donc je ne suis pas en cavalerie de grosse édition, donc je suis en nom propre. C'est bien de noter. Donc dixédition.com, ce très beau livre de Didier Cocatrix qui, comme son nom l'indique, est un Gaulois réfractaire et résistant. Merci beaucoup dans le dernier village de résistants. Merci beaucoup Didier Cocatrix. Et à très bientôt. Merci à vous tous d'avoir témoigné. Merci Stéphanie Ginibre, merci Zineb, je vois que vous êtes encore là, Angélique, Mariama. Et merci à vous Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.